on veut que ça se passe comme au Madagascar, ou bien comme au Népal, ou je ne sais quel autre pays encore. Donc la vérité est que cette diaspora doit savoir qu'elle doit pouvoir arrimer sa compréhension de la crise et des solutions avec des compatriotes au pays. Mais le problème, c'est que UNIR a déjà gâté le terrain. Au sol Ouakouton, les élections passées là, que ce soit législatives, communales, tout ça, ils ont tout fait parce que c'est des grands fraudeurs. Les grands partis d'opposition qui existaient ont été réduits au néant. Donc, à partir où on tombe au Poirico, leurs militants sont découragés et tout. Vous voyez? Donc, en gros, c'est difficile en ce moment-là de donner des mots d'ordre, de dire aussi aux partis et autres de vous suivre. Ces partis-là n'ont pas refusé de suivre. C'est parce que le régime les a neutralisés. Donc, je crois qu'il faut que les grands experts de la diaspora qui veulent que le changement soit assez réaliste pour comprendre que il faut qu'on articule notre théorie de changement de façon plus réaliste en faisant en sorte que nous comprenions mieux les enjeux du terrain, sur qui on peut compter. Le mot d'ordre de M66 pour le mois d'août dernier, une dame comme Nyakade est sortie. Un brave garçon comme Amron a fait sa marche sur le trottoir. Amron a pris son bâton pour aller voir quelques leaders politiques. Ceux qui vont sortir lui ont dit on va sortir. D'autres lui ont dit non, on ne sort pas. Je ne vais pas citer le nom de parti ni de responsable ici, juste par respect. C'est ça la réalité du Togo. Tu vois, donc, faisons le petit bilan là pour dire, mais écoute, on a éveillé les consciences. C'est un bilan significatif. Et je tiens là, il y a un résumé que ma soeur bien-aimée, Fleur Lynn, a fait il y a quelques jours que j'ai beaucoup apprécié en faisant le bilan de l'année. Donc, en définitive, ce qui n'a pas marché, ce n'est pas que on voulait que ça se passe comme ailleurs, ça n'a pas passé. Et c'est parce que on n'a pas encore réussi à inventer la solution togolaise. C'est ça qu'on n'a pas encore réussi à faire. Et qu'on ait l'humilité et la décence d'approcher la véritable problématique et qu'on y trouve la solution. C'est là où nous devons interagir. L'autre acquis, chère petite sœur Agbassivi, c'est que on se connaît mieux encore. Il y a beaucoup de camarades qu'on ne connaissait pas, qu'on connaît désormais. On connaît leurs pensées. On connaît leurs capacités d'action. On sait où ils sont et ce qu'ils ont envie de faire et avec qui. Tu me demandais tout à l'heure, dans ces cercles de petites réunions, tout le monde ou certaines personnes n'y sont pas. Laisse-moi te dire ce que j'ai dit dans une réunion il n'y a pas longtemps. On lance Téléthon, on dit on veut $1 million, $1 million. C'est très beau. On n'a pas atteint ça. Mais qu'est-ce qu'on a atteint? On a vu au moins 15 organisations togolaises qui ont dit, on est ensemble, on se bat ensemble, on va mobiliser de l'argent et puis on va travailler ensemble. Voilà un grand résultat. Qu'est-ce qu'on fait avec ces organisations après le Téléthon? On ne fait pas que compter les euros ou les dollars. On compte ces organisations. Et puis on leur demande, qu'est-ce que chacune de vous est capable d'apporter dans cette fameuse lutte du peuple? C'est ce travail méthodologique qu'il faut faire. Et je crois que c'est ça qui a commencé. Et quand on a vu émerger des groupes organisés, on a dit, les jeunes Amazones, elles sont formidables, elles ont un message très cohérent. Voilà, des jeunes femmes de qualité dans notre diaspora, capables d'articuler l'amour de la patrie, la liberté, l'attachement au bien commun et tout. Qu'est-ce qu'on fait à ces gens? On dialogue avec, pas sur la gestion des miettes qu'on a pu collecter, mais pour dire, ok, on vit ensemble. Même gestion, ça. Actuellement, la plus grande difficulté du comité, là, que je suis de près, qu'est-ce qu'il faut financer, qu'est-ce qu'il ne faut pas financer? Parce qu'il n'y a pas assez d'argent, mais il y a beaucoup de demandes. Mais je leur ai dit, non, considérez que le plus grand gain de ce Téléthon, c'est d'avoir fait des Togolais se découvrir à nouveau et mettre ces gens-là ensemble pour que la confiance qui n'existait pas puisse revenir entre nous Togolais. Parce que le régime a détruit ça.
Il me semble que je parle beaucoup, je te laisse avoir. Peut-être il y a du monde qui est là maintenant, peut-être qu'avec une conversation plus interactive, on se comprendrait mieux. Non, ça va, j'ai compris. Donc, bon, en résumé, et Togotoa, Obeda et blabla quoi. Mais Bati Dina, Togoto, y'a blabla non. Bona, et le toa. Y'a moko le bedi, imilo luita, y'a blabla non. C'est parce que, régime a, et blé nous sous bon les douami. Et fait bon tiens. Togoto, on do confiance de opposition. Alors, nous, y a miami, UNFC, FFC, miami, boibo, miami, mio, Togoto, oh, c'est, oh, les déçus. Fifi, qui va les va vide, ya, oh, le fond, ya. Donc, moko ni, detia, amoko ni, agboibo, amoko ni, amoke kema, mila trop, mila trop, zon Amerika. Et Fifi a mis en changement parce que opposition me nous a mort déçu. On gagne à me donner toi pas même le noir qui m'a même le mosia. Mi mi avait ouais. Oh mi va ici. Fifi que mi le gagne à mon confiance vide donc obe titi ngba le mo. Ya ni to le fi am ke binadi. Et to go ton to ko mi le on me c'est to go ton to le mi le bidi. Vous me mettez sur 6 mois. À ce faux régime que les fous soit zanton. Donc, à n'y a bleu ou non, le. Voilà, là, donc, à monsieur Daniel, une explication. Donc, on va donner la parole à Moko le Palin Ladia. Agbeto Goglo. Bonsoir. Oui, Agbasivi Damron, bonsoir. Bonsoir, oui, on fait une allô. Si, j'espère que autant fournirait. Et Aussi, grand au frère bleu, lui, Dani, t'as d'arrêt. bonsoir. Aussi, au bleu, lui, t'as d'arrêt. À mon le tour aussi. Nya, oui, nya, Inia, parce que, au tchon, quoi, mon le tour aussi, au bleu, lui, t'as d'arrêt. Donc, nya, non. Résilient. Hein, ça va aller. Soyez ah, docile avec la population. Aimez la population. Acceptez la population. La population, c'est vrai que Béo Léonois voit. C'est parce que 2017, la population a tout. oh, Ouais. Donc, pour le moment, population, les dibé, c'est, c'est comme un mi en blog. Donc, mais monsieur Dani, oh, glombe na mi leader wo a. Funu anu ra kwatro wa funu vire parce que mi atogo to leader madomi. Ya ni kele fi ya ni po leader ni to na ne popo. Leader mado. Donc ani obe mi leader se be oho kwa ya ni po le se go be mi se leader madomi ke ngbola ba gbo na mi be mi leader mi anto mi o mi be noa. Et de fou vire. Donc après on da trouva funu changi no vitkuino la trouva ba ko maintenant. Bon, merci Biasona et bien fois. nous, merci, Agbasivi, merci au grand frère Dani. Et bonsoir Lolita et Marie-Fleur. Et moi, j'ai une information et deux commentaires. L'information, je l'avais postée dans les commentaires. C'était que en 2023, la diaspora togolaise a envoyé au pays près de 950 millions de dollars. Ok. Donc, c'est l'information que je voulais apporter. Donc, près de 950 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est énorme. Et alors, les deux commentaires. Le premier, c'est que c'est Dani expliqué. Dans un État normal, on vote ce type de loi-là. Voilà. Même Togoa, ce n'est pas un État normal. Que fort commence déjà, quand on parle de blanchiment de capitaux, qu'il commence déjà à s'attaquer à son entourage et lui-même. C'est-à-dire que les gens qui l'entourent, ils sont nombreux à emmagasiner des dollars, des CFA, des euros dans leur chambre. Qu'ils commencent par là. C'est mon premier commentaire. Mon second commentaire, c'est qu'on parle de blanchiment d'argent et au même moment, dans les ambassades du Togo à l'extérieur, et notamment, je ne sais pas si dans les autres ambassades ça se passe comme ça, et notamment à l'ambassade du Togo à Paris, quand vous allez pour renouveler un passeport,
ou pour faire une demande d'un document officiel, si vous devez payer, vous ne payez pas par carte bancaire, mais ils exigent que ce soit en liquidité. Pour une ambassade, c'est anormal. Je me suis posé plusieurs fois cette question. Pourquoi une ambassade ou un consulat exige de ses ressortissants que pour l'établissement d'un document officiel, pour régler les frais, on ne peut pas régler par carte bancaire ni par un autre moyen, mais uniquement par liquidité. Liquidité, hein, non battre Voilà. contrôle. C'est pour Voilà, éviter le ça, c'est contrôle. anormal. Ça veut dire que ça permet en fait un blanchiment de capitaux quelque part. Donc, ils commencent déjà à corriger ça. Et on va le prendre au sérieux à partir de la loi qu'ils ont votée là. Payer en espèces là. Qu'ils arrêtent ça dans les ambassades, en tout cas notamment à l'ambassade du Togo à Paris. Ok. C'est mon second commentaire. Parce que là, eux-mêmes là, ce sont de gros blanchisseurs de capitaux. Merci. Ah, merci, monsieur Agbe Togo. Donc, nous, le fond, on doit signer même des pétitions. On doit signaler ou avec moi Koloa. Donc, Togo, quelqu'un collé France. Il va le gouvernement, il va y ambassade, il y a tout fait. On a même tout fait coup de carte bancaire. Alors que en Europe, on ne paie pas la carte. Maintenant, eux, ils disent payer en espèces. C'est pourquoi? Pourquoi ils veulent qu'on paye en espèces? C'est pour faire quoi? Donc, le gouvernement va me l'élève, va me laisser. Tu me le mis blanchiment d'argent. On touche blanchiment, blanchisseur, grand doigt, donc, il y a quelqu'un blanchiment, il y a quelqu'un me mis les oins. Donc, merci pour l'information. Donc, alors, question, éloignons. Éloignons. Ok, après. Lolita, bonsoir. Merci. Oui, bonsoir Agbasivi, Dameron, bonsoir Monsieur Danny, la femme de Ben. On ne s'est jamais parlé, mais je suis sûre que vous avez entendu parler de moi. Agbeto Goblet, je ne sais pas si je dis le nom correctement, Marie-Fleur et tous ceux qui sont là. Voilà. Alors, je voulais un peu apporter aussi quelques informations par rapport à cette loi qui a été implémentée au niveau du Togo, ou bien qui sera, si je pense que ça a déjà été voté, ça sera implémenté. Et je suis dans le domaine financier il y a pratiquement 20 ans, je dirais, que je suis dans ce domaine-là. Et j'ai aussi j'avais une équipe et on se chargeait, et puis c'est avec une grande institution financière dont je taire le nom, là où on soumettait ce qu'ils appellent en anglais UAR, et si je dois le traduire en français, je vais essayer, parce que je suis pas trop dans le domaine professionnel français, donc vous allez m'excuser si je fais des erreurs, mais le UAR, c'est le rapport, okay, it's what they call Unauthorized Activity Report. Et ce rapport, si je dois le traduire en français, c'est un rapport d'activité non autorisé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une personne envoie des fonds? Bien évidemment, il y a beaucoup qui ne connaissent pas ça parce que ça se passe au niveau des opérations des banques. C'est une loi internationale et je pense à Agbasivi, on a parlé de ça la fois passée. Par exemple, monétairement, quand tu voyages, tu ne dois pas avoir plus de 10 000 $ avec toi. Quand tu voyages, il va falloir que au niveau de la douane, que tu puisses dénoncer cela, tu puisses le dire, le déclarer plutôt. Et comme ça, s'il y a des taxes, des impôts à payer, il faut le faire. Voilà, au niveau de l'aéroport. Donc, ce sont des lois internationales qui sont là en place. Par rapport aux transactions monétaires, quand on fait une personne, par exemple, qui est en Europe ou bien qui est au Canada, qui fait une transaction monétaire à quelqu'un qui est au Togo, il y a un certain montant. Je vais pas venir aussi dévoiler tous les secrets professionnels, n'est-ce pas? Mais
jour, il regarde automatiquement, c'est un système qui est en place, ça décèle cela. Par contre, et ça donne un rapport sur toutes les personnes qui ont soumis un certain montant et la durée du temps. Donc, par rapport à cela, quand ils regardent ce rapport-là, ils font des analyses, bien évidemment. Il y a des analyses qui se passent derrière pour savoir la source des fonds, où est-ce que tu as eu cet argent-là, est-ce que ça provient de la drogue, est-ce que ça provient de ton travail, où est-ce que ça provient. Ils regardent tout cela. Ils regardent aussi ton emploi. Est-ce que cette personne est employée? Est-ce que cette personne comment la personne arrive à voir tant d'argent, par exemple? Voilà. Alors, quand ils mettent tous ensemble, ils mettent ensemble toutes ces données-là, évidemment, il y a des analystes qui sont là, qui font la révision de ces dossiers-là. Après révision de ces dossiers-là, ils vont faire une recommandation. Soit la recommandation, si c'est vraiment excessif, ou bien après une investigation, ils voient qu'il y a quelque chose qui est bizarre, il y a quelque chose qui ne cloche pas, eh bien, en ce temps-là, ils envoient un document au niveau du gouvernement fédéral. Ils envoient ça au niveau du gouvernement et les gens du gouvernement aussi font leur investigation pour savoir véritablement est-ce qu'il y a blanchissement des fonds, est-ce qu'il y a terrorisme, qu'est-ce qu'il y a, et puis eux, ils prennent leur décision. Donc, par rapport à cela, s'ils prennent leur décision, automatiquement, vous allez voir vos fonds qui sont gelés, vous allez voir votre compte bancaire, ils vont geler les fonds, la carte bancaire ne va plus fonctionner, etc., etc. Et jusqu'à même fermeture du compte. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est pour dire à la diaspora de ne pas s'inquiéter. Faure Gnassingbé peut faire ses manigances au niveau du Togo, mais du côté international, il y a beaucoup plus qui prend place. Il y a beaucoup plus qui se passe derrière comme révision, comme investigation avant de faire, de mettre une sanction ou quoi que ce soit sur un compte ou bien sur un individu. Et c'est ce qu'ils appellent KYC. Ce sont les termes bancaires qu'ils appellent KYC, qui veut dire simplement Know Your Customers. Donc, connaître son client, connaître le client, c'est ce qu'ils appellent KYC. Et donc, quand tu connais ton client, il y a certaines transactions que ton client va faire, et ça va pas, il y aura pas de drapeau rouge, no red flag. Mais, par exemple, si je me lève ce matin, j'ai jamais fait une transaction de 100 000 euros ou 100 000 dollars, je me lève et je le fais dans mon compte, bien évidemment, ça va commencer à sonner partout. Même le FBI sera au courant. Ils vont commencer à faire les investigations derrière. C'est la même chose, même au niveau de l'Union européenne. Donc ça, je peux vous l'assurer, je peux vous garantir, s'il y a quelque chose, votre banque, votre institution financière va vous appeler pour vous demander, il y a eu cela, on essaie d'avoir traçabilité. Et même, il y a des cas où ils refutent la transaction. Ils vont dire non, malheureusement, parce qu'on voit qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, ou bien qui ne s'alignent pas. On ne pourra pas faire la transaction, on ne pourra pas remettre au donneur l'argent que vous avez envoyé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la diaspora n'a pas à s'inquiéter. Faure Gnassingbé ne peut pas aller mettre le nom de quelqu'un directement sur la liste rouge et dire « Oh, c'est un terreau, ils sont ils sont en train de financer, etc., etc. » Ça ne fonctionne pas comme cela. Je suis dans le domaine financier. Ça fait pratiquement 20 ans de ma carrière et j'ai travaillé avec de grosses institutions financières aux États-Unis. Premièrement. Alors, le deuxième point que je vais apporter, c'est par rapport au terreau, n'est-ce pas? Alors, puisque il se réfère généralement aux lois, au code pénal de la France, etc., etc., si tu regardes en France, par exemple, qu'est-ce qu'ils appellent un acte terreau dans le code pénal de la France? Je pense que c'est l'article 421 qui le dit. Dans le code pénal, c'est simplement un acte terreau ou bien quelque chose qui est considéré comme un acte terreau. C'est une, intentionnellement
que ce soit individuelle ou collective, de pouvoir apporter un trouble grave ou bien une intimidation ou une terreur. OK? Mais, regardez, quand tu regardes et tu continues à regarder, tu analyses aussi les chartes de l'ONU. Ils sont bien clairs là-dessus que une personne qui manifeste ou bien qui grève pacifiquement n'est pas considéré comme un acte de terreau. Est-ce qu'on se fait bien entendre? Donc, dans tout cela, si le peuple togolais décide de se lever, de marcher pacifiquement, de manifester pacifiquement, ce n'est pas un acte terreau. Ça, c'est dans les chartes de l'ONU. C'est aussi même dans le code pénal au niveau de la France. Donc, ceux qui veulent mettre ou bien le chapeau qu'ils veulent porter aux gens, tant qu'il y a le pacifisme, il n'y a pas de violence, ce n'est pas considéré comme un acte terreau. Si, par exemple, je veux soutenir un groupe de façon pacifique qui va revendiquer ses droits, ce n'est pas considéré comme un acte terreau. Voilà. Donc ça, c'est certains points que je voulais vraiment emmener. Mais si on regarde de l'autre côté du gouvernement de Faure Gnassingbé, bien évidemment, on voit que c'est tout l'opposé, c'est tout le contraire de ce que la population, ceux qui sont en train de vouloir accuser les M66 ou bien les activistes. C'est bien le contraire. Eux, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de terroriser une population. Ils sont en train de mettre une pression sur la population. Ils sont en train de martyriser une population. Ils sont en train de vraiment mettre des jeunes qui n'ont rien fait à part dénoncer leurs droits et leurs droits fondamentaux, le droit d'avoir accès à l'eau potable, le droit d'avoir accès à l'éducation, le droit d'avoir accès à un environnement qui est sain, là où ils sont en train de faire l'extraction des minéraux, il n'y a pas comment je veux dire, il n'y a pas de système en place pour pouvoir prendre soin de cette population-là qui sont en train de faire face à tous ces dangers de l'environnement que ces populations sont en train de subir. N'est-ce pas? On se comprend. Donc, on voit vraiment que ce gouvernement-là, qui est le gouvernement de Faure, c'est eux, par contre, qui sont en train de poser des actes terreau quand on regarde la définition de ce que c'est que le terreau. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et en tant que blanchissement des capitaux, si je veux rentrer dedans, ça sera encore plus profond. Je vais prendre une pause et pour ne pas monopoliser la parole, donner la parole à quelqu'un d'autre. Si certaines personnes ont des questions, je serai ravie de pouvoir aussi apporter mon support ou bien ma connaissance. Merci. Merci beaucoup, Lolita, pour voilà, les éclaircissements. Maintenant, on comprend. Hein. Nous, ce qu'on fait, c'est juste pour nous mystifier. Ce qu'ils disent là, on n'est pas des terreaux. Donc, voilà. La lutte continue. Bon. On a compris. Le message est passé. J'espère que, voilà, les abonnés, vous avez compris aussi. N'ayez pas peur. On peut envoyer de l'argent. Voilà, il n'y a rien qui va se passer. Tout est sous contrôle, quoi. Il n'y a pas un problème là-dessus. Donc, tout va bien. Marie-Fleur, bonsoir. Bonsoir, Bassivi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Dani, Lolita et le reste. Voilà, comme l'a présenté Lolita, c'est vraiment une description très professionnelle qui, en fait, décrit les réalités, comment ça se passe dans de meilleures conditions et en suivant les dispositifs en place relatifs au KYC, KYB et le reste, etc. On comprend et c'est la vérité. Toi, tu as allumé quelque chose, il y a un bruit. Un bruit ici? Excusez-moi, attendez, oui, ok, c'est fixé, excusez-moi. Donc, comme je le disais,
Donc, c'est vraiment une description vraiment informative et on en a besoin pour que le peuple ait une certaine clarté dessus et que les acteurs dans cette lutte soient suffisamment informés. Maintenant, revenons à la réalité du terrain. Quand bien même que ces connaissances et ces choses-là sont importantes pour nous de connaître, nous sommes en train de traiter avec un pouvoir en place qui est complètement dictatorial et qui s'en fiche pas mal de n'importe quelle norme en place. C'est des gens qui se sont constitués à des institutions qui procèdent de façon inquisitoriale, c'est-à-dire de façon complètement arbitraire et ayant contrôle sur le pays, puisque c'est ce que nous voulons éviter, n'est-ce pas? Essayer de briser le contrôle du pouvoir en place sur le Togo. Mais puisqu'aujourd'hui, ils ont le contrôle sur le Togo, ils peuvent mettre des mécanismes en place au niveau du Togo pour empêcher que ces transferts-là y arrivent. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent procéder? Les autorités peuvent empêcher ou perturber des transferts. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent simplement procéder par des mécanismes de contrôle et des gels ciblés. Ce n'est pas empêcher le transfert pour tous les Togolais en fait, mais par des analyses, des investigations qu'ils vont mettre en place, des formes d'espionnage, afin de pouvoir identifier quel acteur, quelle personne, à partir même de ces mêmes données de KYC, puisque ces données de KYC sont disponibles pour des autorités d'en avoir accès. C'est-à-dire, quels sont les acteurs qui sont en train d'opérer, de faire les transactions et faire les transferts pour le Togo. Donc, ils peuvent le faire. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas bloquer toutes les transactions, puisque ça va leur coûter, ça va être vraiment lourd économiquement et coûteux. Mais ils peuvent mettre des mécanismes pour cibler des fonds qui peuvent circuler dans le pays. Comme je le disais tantôt, soit des gels ciblés ou par durcir la conformité des opérateurs, c'est-à-dire, ils peuvent même bloquer les KYC locaux par des rejets. Puisque c'est des choses qu'ils avaient fait dans le passé aussi. Dans l'espace UMOA aujourd'hui, la BCAO encadre les obligations LBC, FT, FP, etc., les institutions financières. Or, nous savons qu'au Togo, l'autorité a contrôle même de circonscrire autrement les explorations de BCAO localement. Maintenant, la question nous revient, parce que j'aimerais pas aller dans les détails trop professionnels pour voir comment est-ce qu'ils peuvent procéder, parce que depuis qu'ils avaient fait cette décision-là, nos recherches ont prouvé qu'ils ont des moyens de vraiment complètement, ce n'est pas bloquer toutes les transactions, mais au moins porter un coup de bistouri à nos approches stratégiques. Maintenant, c'est à la diaspora. Comme le disait tantôt M. Dani, je reviens au point de M. Dani. Quelle expérience avions-nous tiré de ces 6 derniers mois qui ont vraiment suscité un grand engouement dans les consciences togolaises qu'on peut vraiment obtenir du changement? Les 6 derniers vraiment ont bousillé les plans de l'autorité, des autorités en place, mais encore faut-il pour nous de les structurer, de les fignoler en des plans stratégiques concrets. Comment est-ce que les 15 organisations-là qui se sont organisées autour de M66, comment est-ce qu'on peut maintenant créer un créneau d'articulation de nos actions afin de pouvoir être plus percutant dans cette lutte? Il est clair, on le reconnaît, que les mobilisations sur les plateformes sont importantes et TikTok et les autres en ont fait assez. Ils vont continuer toujours par faire les sensibilisations. Mais comment traduisons cela? Comment traduisons cela à des actions plus concrètes? J'ai dernièrement fait une certaine observation qui m'a vraiment plu ici tout de suite. C'est que on croit vraiment qu'on a un défait sur le terrain. Non, on a des faits dans le cadre de LPT, bien sûr, mais on n'a pas de faits sur le terrain, sur la population, parce que la population déjà, comme je le disais toujours et toujours, moi je martèle là-dessus, étant complètement éprise par une peur, en raison des représailles militaires en place, ne répondent pas à nos appels de sortir. Et on comprend. Tout acteur vraiment suffisamment informé, stratégique et opiniâtre saura vraiment que ça, c'est normal. Maintenant, comment allons-nous contourner ces approches-là? Est-ce que nous avons des ressources sur terre? Parce que je vais taire beaucoup de choses ici qu'on n'a pas besoin de dire ici. Mais quelle approche devons-nous mettre en place?
au niveau de la diaspora, il est important. Donc, je ne connais pas le groupe dont parle Dani, il travaille. Je connais que M66 et les autres groupes derrière eux, quelques-uns un peu. Mais encore faut-il qu'on se structure. Ça, c'est important. Qu'on ait cette synergie d'unité d'action. Et quand les gens en parlent aujourd'hui beaucoup, c'est que c'est le moment d'en faire usage. Pour qu'on se structure très bien. Et avec les mobilisations des uns des autres des M66, qu'on ait des résultats concrets. C'est le moment où jamais. Parce que on peut continuer toujours dans la même logique et chacun éparpillé de son côté tirer le drap parce que avec la même logique qu'on a interprétée de façon très fausse selon moi, fait ta part, chacun fait sa part, mais quand les parts ne sont pas en synergie, la maison est belle, puisque l'objectif c'est de rendre la maison belle et la maison est belle lorsque chacun fait sa part de labeur, mais ces labeurs doivent être unifiés avec un objectif stratégique parce que la lutte opiniâtre doit être aussi être une lutte stratégique. Elle peut être opiniâtre sans être stratégique. Jusque-là, pour moi, nous ne sommes qu'à la phase opiniâtre. Il faut maintenant qu'on la dépasse et que l'on stratège autrement et afin de pouvoir être plus percutant. Voilà un peu mon point. Merci, monsieur Marie-Fleur. Le message, c'est pour nous qui sommes à la diaspora, qui font la lutte, ou c'est pour la population? C'est pour ceux qui sont au Togo? Parce que voilà, la lutte, je sais pas compris on dit qu'on a. Non, c'est pour nous, la diaspora et les acteurs, les mouvements, ainsi que les partis politiques. Pas forcément pour la population. Parce que, je vous dis, la population, comme toi-même tu l'as dit, ne suit qu'un leader. Mais M. Daniel dit qu'on n'a plus besoin d'un leader en la personne d'un individu, mais il faut qu'on ait un leader stratégique. Ce leader stratégique-là, c'est nous, la diaspora et les autres acteurs. Qu'on s'associe, qu'on ait un groupe d'action, qu'on soit plus organisé, qu'on soit plus structuré. C'est ça, c'est à nous. Pour moi, ce n'est plus le moment de s'adresser à la population. Moi, on ne peut que les encourager et les solliciter toujours, comme vous le faites déjà, à sortir, toujours, c'est le moins qu'on puisse faire. Mais encore faut-il qu'on aille dans de concret, dans des actions, qu'on soit plus percutant maintenant dans nos actions. Et c'est à nous que cela s'adresse maintenant. Chacun est éparpillé, voilà, chacun fait les choses de son côté. Bon, mais on poursuit le même objectif. Mais si on a des divergences, on ne peut pas être ensemble parce que l'autre dit ça, l'autre fait ça. Bon, il y a trop de, voilà, c'est pas harmonieux, quoi. Vous voyez, non? Donc, on peut pas être ensemble si on ne se comprend pas. Non, le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, selon mes observations? Qu'est-ce qu'on veut? Supposons, quand on parle des partis politiques, je ne vais pas aller dans les réalités spécifiques de chaque parti parce que je ne les connais pas tous. Ils veulent un changement. Vous qui parlez ici voulez un changement. M66 avait déjà exprimé cette vocation dès le commencement qu'il veut un changement. Monsieur Dani ici et les autres aussi qui soutiennent M66 veulent un changement. Maintenant, si nous tous voulons un changement, mais on a déjà un point commun. Maintenant, c'est autour de ce point commun-là qu'on s'active maintenant. Qui fait quoi? On veut bâtir une maison, bien sûr. Mais s'il ne faut pas qu'il y ait une certaine idée, au moins qu'il y ait un groupe stratégique qui pense que, ok, maintenant, il faut mettre la fondation à tel moment. Il faut que la pierre angulaire aille ici. Il faut que ce pilier soit ici. Mais tous nous désirons construire. Mais on risque de ne pas construire jamais parce qu'on va tourner autour du pot toujours. Parce que ce n'est pas une question d'avoir un seul mouvement uni. Non, ce n'est pas ça. Parce que chaque mouvement a sa vocation professionnelle. On comprend. Mais encore faut-il qu'on s'associe dans une certaine plateforme de synergie d'action. L'objectif pour nous, c'est quoi? Tout de suite, c'est de faire dégager le pouvoir, le système RPT unir avec fort. C'est ce que nous voulons. Donc, si on est d'accord sur ça, je ne vois pas qu'il ne doit pas y avoir d'empêchement. Ce que moi je vois, selon mes analyses, c'est que les gens ont peur qu'on leur ravisse leur vedette. Parce que tout de suite, les gens ont des idées sur des postes, des aspirations. Quel rôle je vais jouer? Qui sera le président? Mais, par exemple, l'émission M66, c'est à moi, de quoi on dit la manière de le gouvernement.
Non, le problème n'est pas avec M106, je le disais tantôt. Il y a Le des problème télévisions n'est pas avec M106. civils sodo, bien même, c'est même le dîner pour le gouvernement. La diaspora ne veut rien. La diaspora ne veut rien. Mais le problème, c'est que les gens qui mettent de bâtons dans les roues de M106 et d'autres acteurs autour, c'est eux qui aspirent à cela. Et c'est pourquoi on ne voit pas, si par exemple, prenons un cas simple, depuis que M106 était venu, mais ça coûterait quoi, par exemple, pour les partis politiques sur place au Togo, de pouvoir mobiliser leurs membres, leurs sympathisants, les autres autour de ce mouvement. Ça le ferait quoi? C'est parce que des gens voient déjà que non, M106 risque de nous ravir la vedette. Vous savez, en politique, il n'y a pas de confiance établie automatiquement, non. Les confiances ne sont pas spontanées. Les confiances sont structurées en raison des systèmes qui ont été transparentement mis en place. C'est comme ça fonctionne. Donc, il est normal que les partis politiques, là, eux aussi, puisque c'est de leur mission de compétir, de challenger le pouvoir, de vouloir prendre le poste, et c'est normal. Personne ne leur dispute cette réalité. Mais en même temps, quand nous sommes en train de faire des changements, ils savent que des gens peuvent aussi ravir l'opportunité pour se créer des profils de vedettes pour cette lutte-là. C'est de ça que les autres partis politiques ont peur. Parce que vous savez, c'est le plus grand éléphant dans cette chambre-là aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Mais c'est parce qu'on n'a pas de confiance, on n'a pas de courage de venir s'asseoir à table et d'en parler, de discuter, de transiger. C'est pourquoi on en est là où on est toujours. Parce que c'est l'autre qui est aussi un appoint pour nous. C'est lui qui porte, qui empêche la lutte d'avancer, parce que lui, déjà, il a aspiration à d'autres pouvoirs. Non, nous ne parlons pas d'hommes sensibles, nous ne parlons pas ni de la diaspora, mais nous parlons de ces factions, ces personnes-là se connaissent. Puisqu'il n'est pas respectueux d'indexer les mouvements, mais il est important aujourd'hui que l'on sache que c'est ça la réalité. Et qu'on se structure autour, puisque c'est le point, c'est l'objectif. Quel est le message que tu lances à ces partis-là? Parce qu'on n'a plus le temps. Je l'ai déjà dit, et ça a été clair dès le commencement, qu'on met en place une plateforme autour de laquelle on se structure. Monsieur Daniel et les autres sont des acteurs de gros morceaux sur le terrain. Et Madame Lolita ici aussi avec Monsieur Ben, je sais de quoi il est capable, Ben, qui sont plus proches de M106. M106 est là. Le M106 est déjà prêt à travailler avec tout le monde. Là, on le connaît, on le comprend. Maintenant, comment est-ce que les acteurs, vous voyez, tout de suite, quand on a besoin de l'argent, on n'a même pas eu le temps d'en discuter. Tout de suite, les organisations autour de M106, on a pu lancer le Téléthon, même si on n'a pas atteint les 1 million, on a pu obtenir quelque chose. Mais maintenant, quand on en vient aux actions concrètes, on ne sent rien du tout. Ça, c'est le problème ici. Le M106 est prêt à faire des actions, mais on faut lui les moyens de le faire, et j'en ai fait appel à toutes ces organisations de se structurer autour pour qu'on ait une voix unifiée pour cette lutte. Sinon, on est trop éparpillé, c'est la réalité. Qu'on le veuille ou non, c'est ça le cas. Merci. Ok, merci. Monsieur Dani, vous voulez dire quelque chose par rapport à ce que le monsieur a dit, parce qu'il a beaucoup parlé, hein. Donc, Oui, je suis encore là pour 5-10 minutes si tu veux, mais si tu veux donner la parole à Abel, tu peux le faire d'abord, après je pourrais avancer. Ok, merci. Abel, bonsoir. Bonsoir Bassivi, bonsoir Dani, bonsoir Lolita, Marie-Fleur et Agbeto. Je vais être très bref parce que les uns et les autres ont déjà brossé ce que je voudrais dire. Je voudrais bien être très optimiste comme ma grande sœur Lolita l'est, mais je suis vraiment désolé que c'est le Togo et les lois ne sont pas appliquées comme norme. Elle a très bien expliqué comment ça fonctionne dans le droit international en ce qui concerne les flux financiers et autres. Sauf que le Togo n'applique jamais ou n'appliquera pas les choses comme ça. Je me réfère encore un peu à Steve Rouillard qui avait été reçu il y a 3 jours sur un panel. Et quand il était arrivé au SCRIC, il voulait faire le titre européen, demanda je veux un avocat. On lui a pas répondu. Vous voyez un peu, le Togo, il n'y a rien qui soit respecté. Et moi, je voudrais même dire que cette loi qu'ils ont votée le 29 décembre dernier, ils ont mis ça en application bien avant, en fait. Parce qu'il y a certains qui avaient été arrêtés dans le mois de juin, et Dani l'a rappelé, qui avaient reçu de l'argent pour certaines personnes. Donc, en fait, ils avaient déjà commencé par appliquer ça avant de voter la loi. Ce que je voudrais
faire un petit commentaire, ensuite poser une question. C'est que il faudrait que la diaspora, il faut que nous mettions en place aujourd'hui un mécanisme pour pouvoir envoyer de l'argent au pays. Parce que quoi qu'il en soit, on va forcément envoyer de l'argent au pays pour la lutte. Rien à faire. Ça va se faire. Je ne voudrais pas qu'on dise les mécanismes là ici, ce sera à dévoiler une stratégie. Mais si Dani pourrait peut-être brosser ça d'une certaine manière, s'il pourrait le faire, ce serait bien. Que chacun commence par réfléchir sur quel mécanisme, quelle méthode, comment est-ce qu'il faut faire pour maintenant envoyer de l'argent au pays. Parce que ça ne met pas en danger la diaspora, mais ça en met plutôt en danger ceux qui sont sur le terrain. C'est l'objectif principal pour cette loi-là. Donc, c'est quelque chose comme ça que je voudrais demander premièrement. Ensuite, pour terminer, de juin à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais est-ce que nous sommes assis quelque part pour faire véritablement un bilan? Pour voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Peut-être que les gens le font dans leur petit groupe. Mais est-ce que de manière générale, nous l'avons fait pour redessiner une autre voie à suivre par rapport à ce qui s'est passé les 6 derniers mois? Est-ce que nous l'avons fait? Chacun fait sa part. Mais si nous ne faisons pas, chacun fait sa part dans une coordination générale, je crois que nous allons éparpiller nos énergies et nous n'aurons pas de résultats. Nous allons continuer par le faire. Et comme le régime sait que, et ils l'ont même dit à plusieurs reprises, on va s'épuiser bientôt. Nous allons nous épuiser si nous continuons de gaspiller notre énergie dans chacun se fait sa part. Voilà un peu ce que je voudrais ajouter. Les petites choses que je voulais poser comme question, Marie-Fleur a touché beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas continuer. Merci, Bassivi. Merci. Merci, Abel. Merci beaucoup. Donc, nous allons trouver un moyen pour envoyer de l'argent. Voilà, pour prévenir vaut mieux que guérir. On ne sait jamais, ce régime, il est capable de tout. Donc, essayez déjà de mettre en place les stratégies. Donc, bon. C'est ça, non, en résumé. C'est ça. En résumé, c'est un peu ça. OK. Est-ce qu'on va continuer?